Merci. Eh bien, écoutez, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais avoir le plaisir de partager avec vous, et c'est vraiment une notion de partage, cette table ronde qui fait suite à, comme vous l'avez entendu toute cette journée, à des exposés de recherche, de travaux fondamentaux, de travaux cliniques, de travaux même biothérapeutiques. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est que la recherche est un élément fondamental, bien évidemment, mais on doit bien prendre en compte également tout ce qui est autour de la recherche et qui fait que cette recherche peut vivre. L'aspect bien sûr politique, l'aspect institutionnel, l'aspect financier, l'aspect européen, l'aspect international. C'est un congrès international, donc ça montre bien la dimension. Mais est-ce que dans l'aspect concret, dans l'aspect pratique des choses, il y a des harmonies également au niveau de cette prise en charge de l'autisme? Alors vous avez un plateau de grande qualité. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on fasse un premier petit tour de table pour voir avec vos invités, dans leurs institutions, ce que, en fin de compte, ils font, tout simplement. Quelle est la part de l'autisme dans leur institution? Alors, on va commencer par le ministère, et puis après, on fera une petite synthèse avec nos deux présidents de séance de ce matin, de cet après-midi, sur la recherche, qui nous servira de tremplin pour démarrer la discussion et le débat. Alors, professeur Étienne Hirsch, qui représente bien sûr le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est chargé de mission dans ce ministère et qui est un spécialiste des neurosciences et de la neuropsychiatrie, en sachant que là, en fait, on lui demandait de prendre la casquette du ministère et pas forcément du chercheur, même si ça le démange un petit peu à un moment ou à un autre, il aura quand même le droit. Donc, au niveau du ministère, question toute bête, la place de l'autisme, c'est quoi? Bonjour, oui, je ne sais pas si le micro fonctionne, oui. Bonjour, tout d'abord je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir invité à cette table ronde et puis au nom du ministère vous féliciter pour cette initiative parce que je crois que c'est important que les professionnels de santé, les associations, les malades, leurs familles en fait travaillent ensemble pour faire avancer la recherche. Alors, quelle est la mission du ministère et plus particulièrement de la DGRI que je représente? C'est de programmer en fait la recherche en France et l'enseignement supérieur, en particulier donc pour mon domaine en neurosciences, en neurologie et en psychiatrie. Et l'autisme prend une part extrêmement importante, comme beaucoup d'autres pathologies en fait, dans cette problématique. Et donc nous suivons d'une façon très approfondie ces débats et nous essaierons de mettre les moyens dont nous disposons pour soutenir la recherche sur l'autisme. Faites-moi confiance, on va y revenir. Alors, ensuite, on va poser la question à M. Mathieu Lévi-Strauss, qui lui représente directement l'ANR. Il travaille au département de biologie et santé de l'Agence nationale de recherche. Alors, vous êtes en quelle articulation? Vous êtes dans la recherche, c'est vrai, mais la recherche pratique, la recherche financière, qu'est-ce que vous faites? Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis Mathieu Lévi-Strauss, je suis responsable de programme dans le département biologie santé de l'ANR. Donc le département biologie santé de l'ANR, c'est la partie de l'ANR, donc de l'Agence nationale de la recherche qui s'occupe de biologie et de santé. Et le métier de l'ANR, c'est le financement compétitif de projets de recherche. Donc ça ouvre des programmes qui sont avec des appels à projets. Les chercheurs soumettent des projets. L'ANR organise la sélection. Donc l'ANR organise la sélection et suit les projets qui sont financés. Donc on y reviendra plus en détail tout à l'heure, mais l'autisme est accueilli dans plusieurs programmes de l'ANR. On reçoit des projets et on en finance. Autre institution, on va passer directement à l'Institut Pasteur. On reviendra après à notre président de séance. Vous avez fait votre présentation, M. Thomas Bourgeon, donc tout le monde vous connaît. Plus globalement, au niveau de l'Institut Pasteur, est-ce que l'autisme fait l'objet d'un plan, d'un département, d'un laboratoire de recherche? Comment ça se passe? Ou ce sont des projets séparés et indépendants? Donc, à l'Institut Pasteur, il y a un département de neurosciences qui regroupe 7 unités, dont une qui travaille sur l'autisme, donc la mienne. Donc l'arrivée de l'autisme à l'Institut Pasteur a été vraiment totalement fortuite, parce que je travaillais, moi, sur d'autres pathologies, et donc j'ai trouvé ces gènes un peu par hasard. Par contre, l'Institut Pasteur m'a donné la possibilité de travailler sur ce syndrome. Alors, la situation de l'Institut Pasteur, en fait, c'est vraiment
l'interface entre la recherche fondamentale et la recherche clinique. Et on garde cet aspect fondamental qui est très très important, mais d'être en relation avec les cliniciens. Donc c'est cette liberté du chercheur fondamental qui va aller dans des directions qui ne sont pas obligatoirement celles qu'on pensait. Et ça, l'Institut Pasteur nous laisse toute liberté et nous finance un petit peu. Petit peu. Mais on est obligé de demander aussi à d'autres sources de financement. On va y revenir bien sûr tout à l'heure. À vos côtés, Madame Dominique Donnet-Camel, vous représentez l'INSERM, et en particulier vous êtes responsable de la mission Association de malades, donc au siège de l'INSERM. Et pour la mise en place et pour tout ce qui a déjà été fait, vous avez d'ailleurs obtenu le prix Innovation 2010 de l'INSERM. Alors, comment est-ce que vous vous situez par rapport à l'INSERM, à tous ces chercheurs ? Et là, vous dites, non, moi je suis l'association. Aujourd'hui, les associations sont impliquées dans bon nombre de démarches de santé, dans bon nombre d'associations institutionnelles. Comment se situe donc votre travail au sein de l'INSERM ? Depuis 2003, en fait, on a travaillé avec à la fois un groupe de réflexion qui est pérenne, avec lesquels on travaille maintenant, composé d'associations et de chercheurs, qui est un peu un think tank, c'est-à-dire un groupe de réflexion qui essaye de voir comment on peut développer ces relations et ces interactions entre le monde associatif et le monde de la recherche. L'INSERM, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. C'est à peu près 400 laboratoires qui sont dans toute la France, généralement dans les CHU, et qui travaillent sur qui fait de la recherche sur tout le continuum, ce qu'on appelle le continuum de la recherche fondamentale jusqu'à la recherche dite au lit du patient, de l'individu jusqu'à la recherche sur toutes les populations. Et donc l'INSERM, de ce point de vue-là, est véritablement, je dirais, la force vive, enfin avec l'Institut Pasteur, mais c'est la force vive de la recherche, c'est-à-dire que c'est les chercheurs qui travaillent dans les laboratoires. Voilà. Et donc à un moment donné, en 2003, il y a eu une prise de conscience parce qu'il y avait deux exemples quand même qui avaient bouleversé la relation entre la recherche et les malades. Ces deux événements, c'était le sida d'un côté, où d'un seul coup, les associations de malades s'étaient mobilisées, notamment dans la recherche clinique, et avaient fait considérablement avancer les problématiques et la prise, et la myopathie du chêne, avec le Téléthon et l'AFM, qui là aussi a joué un rôle très important. Donc, la question était simple. Ce qui se passait dans le sida et dans la myopathie du chêne, se passait-elle ailleurs ? Et la réponse est évidemment oui. Aujourd'hui, l'INSERM est en lien avec 380 associations de malades qui sont toutes dans une démarche d'intérêt pour la recherche à différents niveaux. Voilà, donc bien évidemment, l'INSERM est un élément important, mais il y a aussi le CNRS, en effet l'Institut Pasteur, le CEA, enfin, et que tout ça est regroupé aujourd'hui sous une bannière qui s'appelle Avisan et qui permet sûrement des connexions tout à fait intéressantes. Alors, on va demander à nos deux présidents de séance de nous faire une petite synthèse des idées qui ont émergé ce matin et cet après-midi pour qu'on parte sur cette base de l'état actuel de la recherche. Le professeur Benary. Je vais essayer d'être diplomate, ça m'arrive rarement, mais de temps en temps on peut faire des efforts. Bon, alors essayons de voir ce sur quoi nous sommes d'accord et ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord, parce que les choses seront plus simples ainsi. Sur quoi nous sommes d'accord ? Nous sommes tous d'accord pour dire, je vais dire une maladie, après je vais corriger, développementale, précoce, je pense in utero, peut-être postnatal, peut-être, en tout cas très précoce. Les mutations que Thomas a décrites, plus les effets environnementaux, alors on peut les voir au sens le plus large du terme, pollution, pesticides, stress, hormones, tout ce que vous voulez, impactent la construction du cerveau et se traduisent par une communication réduite, par tout ce que vous savez, en supposant que c'est une maladie, nous en parlons de 10. D'ailleurs, une des questions fondamentales, c'est que si on dit qu'il y a 10 ou 15 maladies incluses dedans, ça pose une question qui est redoutable. Est-ce que c'est parce que le gène favori de Thomas fait particulièrement mal quand il s'exprime dans une région du cerveau et va causer tel symptôme plutôt que tel autre ? Est-ce que c'est parce qu'il commence à faire quelque chose et puis les réseaux se traduisent plus par une mauvaise communication visuelle qui va se traduire par une communication avec ou sans hyperactivité ? Bref, est-ce que là, une vision, localisation structurale des différents symptômes qui recoupent la maladie ? Et ça, l'imagerie, dans nos Chines, malheureusement, nous en avons parlé aujourd'hui, mais l'imagerie va être extrêmement utile parce qu'on va pouvoir identifier le ou les substratums de ces choses que Thomas et moi et d'autres disons comme étant la cause de ce qui se passe par la suite.
Et pourquoi c'est important? C'est important parce que moi, je ne sais pas comparer, je crois que Thomas non plus, une souris autiste avec un problème de langage chez un enfant autiste. C'est pas pareil quand même. Par contre, c'était moi, Thomas et moi disons que dans le neurone du striatum, ou le neurone du cortex, il y a telle synapse qui marche mal chez l'animal, on peut aller voir chez l'homme si elle marche mal. Là, le problème se pose en termes totalement différents. Il se pose en termes de structure commune. Et mon striatum ressemble tout à fait à celui de la souris, avec quelques petites modifications, mais en gros, il est organisé de la même façon. Et donc là, on part sur un terrain qui est plus solide. Et la science, finalement, c'est ça. C'est-à-dire que vous voyez divergence entre nous, scientifiques au sens large, mais c'est parce qu'on ne peut parler que de choses sur lesquelles nous sommes sûrs. On ne peut pas parler de choses... c'est pour ça qu'il y a un problème quand on parle des aspects psycho, etc., qui peuvent intervenir. C'est un langage légèrement différent. C'est-à-dire que les deux sont importants. Simplement, nous, on est obligés à prouver ce que nous affirmons. Mais c'est vrai, sinon, voilà. Donc ce matin, on était d'accord là-dessus que c'est développemental. On est d'accord sur le fait que les gènes et les mutations sont importantes dans certains cas. Le pourcentage reste à discuter, mais il y a un terrain génétique évident. On est d'accord sur le fait que l'environnement joue un rôle important. Et moi, je défends avec d'autres la thèse que ces mutations et ces insultes se traduisent par le fait qu'il y a des réseaux aberrants qui sont mal formés, qui sont mal connectés, qui déconnent dès le départ, pour dire de façon très simple. Et ce sont ces réseaux-là qui, quand ça va se greffer dessus le reste, c'est-à-dire l'absence de communication visuelle ou autre, l'environnement, on a parlé tout à l'heure de tout le stress familial, va impacter et va amener la maladie à s'exprimer. Donc là, je pense qu'il y a un accord général. Maintenant, là où il y a peut-être des accords, c'est comme toujours dans les détails. L'enfer est toujours dans les détails. C'est-à-dire, à partir de quel moment on peut considérer... Voilà, si j'avais une espèce de microscope magique que je regardais dans le cerveau d'un tout jeune bébé, à partir de quel moment je pourrais dire, là, il y a quelque chose qui va se traduire par l'autisme. C'est-à-dire, à partir de quel moment je peux identifier ces circuits-là? Très tôt. Là, vraiment, il faut bien mettre ça en tête, très tôt. Donc là, c'est pas très clair. Ce qui n'est pas encore très clair, c'est les interactions qu'il peut y avoir entre ces différentes composantes. Parce que le gène et l'activité interagissent les uns sur l'autre dans les deux sens. Donc ce n'est pas des mondes hermétiques. Mais sur le fond, je pense que la recherche avance parce que les moyens se développent. Alors, moi, après 40 ans de recherche, je pense qu'à côté de cette richesse technologique, il y a malheureusement une certaine pauvreté conceptuelle. Les chercheurs d'aujourd'hui, je ne vais pas apparaître comme un ancien combattant, mais peut-être que c'est un peu ça. Il y a une pauvreté conceptuelle. Il y a une pauvreté conceptuelle évidente. C'est-à-dire que les gens se disent, bah là, j'ai mon chlore, j'ai mon gène 42, j'ai mon papier, j'ai découvert machin. Ils ne savent pas le mettre dans un contexte qui est plus large. Et ça, c'est pas parce qu'on est devenu stupide, mais c'est essentiellement parce que la pression pour faire de la recherche aujourd'hui est une catastrophe. Franchement, c'est un métier que si je commençais aujourd'hui, malgré la passion que j'ai pour ce métier, je ne suis pas sûr que je le ferais. Parce qu'on est tenu à flux tendu, à trouver des sous. Alors il y a tous ces messieurs, dames ici qui représentent ces illustres organismes, mais derrière ça, il y a une pauvreté énorme sur le plan du financement. Il y a un blabla administratif épouvantablement lourd. Il y a de la recherche constante de fonds. Il y a une pression énorme sur publier. Il y a des jeunes techniciens et chercheurs qui sont en CDD et parfois même moins. Donc la réalité derrière ça, elle n'est pas très belle. Ceci dit, le métier reste ce qu'il est. C'est un métier passionnant sur lequel, pour moi, la vie serait quand même moins intéressante. Voilà. Une petite note de synthèse pour Mme Djikani. Ouais, cet après-midi, c'était un peu plus sur la clinique. On a un peu redéfini les comorbidités associées à l'autisme. Entre autres, la dépression. On a appris que l'autisme n'était pas une psychopathie. Donc, on s'est plus intéressé vraiment au côté clinique. On a aussi vu que il y avait un problème de cohérence centrale et qu'il y avait peut-être aussi des choses à repenser dans le sens des classifications et comment on considère certains de ces syndromes. Et puis on a vu avec le professeur Andran qu'il y a énormément d'essais cliniques qui sont menés maintenant, en tout cas au Mind Institute et peut-être aussi ailleurs dans le monde, et que beaucoup de chercheurs essayent de comprendre ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation en essayant diverses substances et pour voir si on arrive à améliorer les symptômes de ces personnes. Et puis alors on a aussi terminé en voyant que on a toujours pensé que l'autisme touchait beaucoup plus les garçons que les filles. On se rend compte que en fait
l'autisme et d'autres maladies du type essence, et on se rend compte qu'en fait, peut-être que les filles ont des présentations différentes et qu'elles ne sont pas beaucoup plus rares que les garçons, mais qu'il faut peut-être aussi les repérer avec ces symptômes qui peuvent être un petit peu plus atypiques par rapport à ceux des garçons. Donc c'était moins de la recherche pour laquelle il faut avoir des fonds pour travailler sur les choses plus fondamentales. Et c'est vrai que c'est aussi un type de recherche qui est difficile à mener, pour lequel je trouve qu'il est difficile d'obtenir des fonds, parce que... Voilà. On voit bien que tout tourne autour des fonds. Hein. C'est un élément important. Oui, parce qu'on passe... on va y revenir, parce que là, nous avons les autorités de tutelle, donc ça va être très facile de leur demander pourquoi c'est pas mieux. Et j'ai vu tout à l'heure que le professeur Hirsch tiquait quand on parlait de l'organisation de la recherche. Non, ils ne sont pas conceptuels. Il disait oui, ça va. On va y revenir. Juste avant d'aborder différents sujets, parce qu'on va essayer de classer un petit peu les thèmes, parce qu'autrement, on va partir un petit peu dans tous les sens. En vous écoutant quand même tous les deux, incontestablement, vous parlez de gènes, vous parlez d'environnement, vous parlez d'imagerie, vous parlez d'études thérapeutiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'accorder sur le terme de maladie qui vous a échappé? Vous avez dit, je vais corriger. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer, vous trois et les associations, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ce terme de maladie est cohérent? Est-ce que les ingrédients sont réunis pour dire que l'autisme est une maladie? Certaines personnes préfèrent parler de handicap que de maladie. Alors là, je ne sais pas maintenant quelle est l'opinion des autres personnes. Sur le plan fondamental, c'est une maladie, dans le sens où je vous montre l'activité des réseaux neuronaux de modèles animaux d'autistes. L'activité est absurde, aberrante, anormale. Donc, alors, on peut l'étymologie du terme maladie, mais ce sont des réseaux qui ne marchent pas bien. Moi, je dirais que si on a beaucoup de mal là, de trouver des moyens pour travailler sur l'autisme, on a encore plus de mal à trouver des moyens pour comprendre le cerveau que l'on dit non pathologique. Et je pense que ça va être un gros problème dans la suite. Par rapport à la génétique, on connaît mieux maintenant le génome des autistes que le génome de la population normale, ou de la normale, ou en tout cas de la population générale. Et ça, je crois que c'est aussi... on a l'impression encore qu'on a un génome qui est normal, qui est et puis qu'on a des autistes. Et je pense qu'on a des génomes normaux. Je ne sais pas ce que veut dire normaux. Moi, je n'ai pas un seul copain qui est normal, je pense. Et moi, personnellement, je ne dois pas être non plus trop dans la norme. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça, c'est un point qui... je pense que la médicalisation des fonds ou des moyens de recherche fait que de comprendre le développement du cerveau de l'enfant, juste le cerveau de l'enfant, c'est déjà passionnant, incroyable et merveilleux, et de vouloir comprendre uniquement le dysfonctionnement sans vouloir comprendre le fonctionnement, je pense que ça pose un problème. Et donc voilà, donc ma réponse à votre question, c'est que évidemment dans certains cas, c'est tellement sévère qu'on va parler de maladie. Dans certains cas, il y a des gens qui revendiquent d'être Asperger et qui revendiquent ça comme une condition. Donc je pense qu'il faut laisser aux gens la liberté de revendiquer ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent. Mais par contre, n'oublions pas qu'il n'y a pas un génome normal, qu'il faut qu'on comprenne la variabilité de l'espèce humaine. Parce que derrière cette question, il y avait la notion de dire, si c'est une maladie, on peut considérer que les médecins vont s'impliquer un peu plus qu'ils ne le font, puisqu'on reproche aux médecins à l'heure actuelle de ne pas être formés, de ne pas dépister, de ne pas comprendre, etc. Et est-ce que cette notion, à partir du moment où c'est une constitution un peu classique dans la démarche du médecin, est-ce que ça peut faciliter les choses? C'était le sens de la question. Alors là, comme je ne suis pas française, je vais me permettre de prendre la parole. La Suisse francophone. Oui, la Suisse ne l'est pas bien non plus, mais comme ça... Donc, on a un grand problème en Suisse francophone et que vous avez aussi en France, c'est que... jusqu'à il y a peu de temps, et maintenant on commence à changer un peu, mais l'autisme c'était vraiment considéré comme une maladie psychiatrique. Et les psychiatres étant pratiquement tous formés à la psychanalyse, c'était une maladie traitée avec une vision psychanalytique, avec des mauvaises mères, avec des jeux de rôle, avec toutes sortes de choses qui, on le sait aujourd'hui, ne font absolument aucun sens. Et le problème, c'est que la psychiatrie étant encore très influencée par ça, il y a des problèmes de politique
et qui font qu'il y a des freins à main qui sont mis quand la recherche fondamentale, quand la recherche de type neurobiologique veut avancer, les psychanalystes la freinent. Et ça, je crois que c'est un problème que nous, on vit en Suisse de manière aiguë en ce moment, et je crois que vous l'avez aussi ici. Et ça, il faut absolument faire passer ce message que c'est vraiment, l'autisme, c'est un problème de développement du cerveau, ça n'a rien à voir avec les théories psychanalytiques. Et alors, beaucoup d'efforts sont faits dans cette direction, mais il y en a encore beaucoup à faire, je crois. Je confirme juste qu'en France, c'est plus qu'un problème. Je ne sais pas la Suisse, mais chez nous, c'est pire. Il m'est arrivé de faire une conférence devant l'association des psychiatres libéraux de France. La moitié était... Après, on m'a dit que la moitié était genre lacanien, enfin, j'ai cru comprendre. Il m'a applaudi à la fin, ce qui était très étonnant. Et c'est évident que tout ceci est quelque part organique. Je veux dire, faut pas... C'est pas l'éther, c'est pas... bon. Donc, il faut un peu... Les choses ne sont pas aussi simples qu'on le dit. C'est pas Shine 3 ou le chlore. C'est plus compliqué, évidemment. Mais c'est parce que le sujet est compliqué. Mais on ne peut pas noyer ça sous un torrent de mots. Voilà. Il faut arrêter ça avec ça, évidemment. M. Bourgeon, vous voulez ajouter quelque chose ? Une image, c'est-à-dire qu'entre ici et là, on n'a pas le droit d'avoir des mutations. C'est-à-dire qu'on va avoir des mutations dans le cœur, dans le foie, dans le rein. Mais entre là et là, à part le Parkinson ou avoir des choses comme ça qui étaient... Mais alors sinon, entre là et là, on n'a pas le droit d'avoir une mutation. Alors que je vous assure, il y a des cellules, il y a des gènes, il y a des choses. Donc voilà, c'est juste, c'est un peu normal que là aussi, il y ait des choses qui se passent des fois. On va donner la parole à Mme Denet-Kamel et puis on demandera à nos invités intervenants si ils ont, eux, la même approche dans leur pays. Alors, je ne peux pas répondre, bien sûr, à la question que vous avez posée, maladie, handicap, sachant que l'un et l'autre ne s'opposent pas. Hein. L'handicap, c'est... Bon. Ce que je voulais dire, c'est justement, du point de vue des associations, plusieurs associations sont venues me voir pour me dire, écoutez, voilà, vous nous aideriez si vous vouliez bien organiser quelque chose qui nous permette d'avancer, justement, dans toutes ces problématiques. Et donc, on a mis en place des séminaires qui sont des séminaires d'Iketi Schwartz, en l'honneur d'une scientifique qui nous a quittés. Et ces séminaires, c'est vraiment organisé pour que les associations et les parents, les malades qui sont dans les associations, hein, c'est clair, puissent avoir un lieu où, par rapport à leurs questions, ils puissent renforcer leurs connaissances et pouvoir ainsi, si vous voulez, renforcer leur capacité d'action et vis-à-vis des médecins, et vis-à-vis des chercheurs, et vis-à-vis des pouvoirs publics. Et là, cette année, donc la question qui nous a été posée, et on va le faire, c'est qu'est-ce que c'est que ces fonctions cognitives dont on nous parle tant en ce moment ? Et donc, on va organiser, et vous êtes bienvenus, hein, un séminaire à partir de janvier 2012 sur les fonctions cognitives et l'enfant. Le message est passé, on l'a entendu. Dans nos intervenants, est-ce que vous avez un avis sur cette notion de maladie ? Is it a really disease? Is it a disease, or how would you define autism? I'm more comfortable calling it a disorder somehow. A disease sounds like a virulent process, like something bacterial or viral that we can stomp it out with an antibiotic. A disorder suggests that it's not growing in the direction that we'd hope, but disability implies that someone's disabled, and I don't know that people are always disabled, so and I'm not sure that I like having that label attached to them, saying that should be the way they view themselves as disabled. So I like disorder the best. Thank you. I think the important thing is that it's a neurodevelopmental disorder or disability. It's the neurodevelopmental part that's important. I mean, it's a tragedy to me that when I started in autism research 20 years ago, France was crippled by the stranglehold of psychogenic and psychoanalytic views in psychiatry. And despite the amazing quality of the scientific research that comes out of this country about autism, this is still the case. I'm really so sad to hear it during this visit. So, you know, we've heard what fantastic breakthroughs are being made to understand the neurobiology of autism. That doesn't mean we shouldn't also be treating behaviorally, educationally, but really without some progress in that area,
it's all being wasted, surely. Je peux peut-être. I think if we agree that there are problems in France because of the perception that psychoanalysis is somehow also overpowering, overwhelming, in my view, the problem lies not with psychoanalysis or with psychoanalysts, but with mainstream psychiatrists. By which I mean that we psychiatrists have to be more proactive by portraying an image of a medically trained doctor who specializes in the diagnosis and treatment of disorders. Unfortunately, we tend to rush in to say things that are not in our domain, passing judgment on all aspects of morality and things of that sort. So, coming back to the central thesis, is this a psychiatric disorder? The answer, in my view, is clearly yes. It is a psychiatric disorder, but it's not a psychoanalytic disorder. Now, some people prefer to use the word neurodevelopmental, but in my view, all psychiatric disorders are biological. All psychiatric disorders are neurodevelopmental. And developmental, absolutely. They are all developmental. Yeah. And since we are talking eventually of biology and development, so we are talking about neuroscience. It's how you interpret and how you portray your own discipline is the key issue and the key problem. So if there's anything I can suggest to my colleagues in psychiatry, it is this, that go out and educate, organize more conferences of this kind, make it mandatory for psychiatrists to show up, especially child psychiatrists. And there's nothing wrong in saying that you're a psychiatrist. I'm not a psychoanalyst, but I have had some training, as we all have had to do as American psychiatrists. And not everyone who is a psychologist or a psychiatrist or a psychoanalyst is odd and weird and unusual. We are professionals, so we have to do our job. So that's all that I have to say. Can I just make one short comment? The problem is in French, there is no word for disorder that would sound okay in French. C'est difficile de parler d'un désordre en français parce que ça a tout de suite une autre connotation. Donc c'est un trouble. Oui, trouble. C'est une vraie difficulté, ça, la sémantique, dans ce domaine, parce que pour arriver à parler de quelque chose, il faudrait quand même qu'on ait un peu tous les mêmes mots. Et c'est ça la grande difficulté après pour, j'allais dire, passer le message à des gens qui sont plus sur le terrain. Je crois que l'intervention de mes collègues là est extrêmement importante parce qu'ils soulignent le fond du problème de cette table, dans le fond, de cette table ronde. Un, c'est développemental, peut-être pour cette maladie et peut-être pour énormément d'autres maladies. Il faut bien réfléchir une seconde à qu'est-ce que ça veut dire. Deux, Thomas tout à l'heure a dit, et ça rejoint un peu ce qui vient d'être dit, c'est que quelque part, on ne guérira rien du tout si on ne comprend pas comment les choses se passent normalement. Ça fait un siècle qu'on sait ça, en fait. Pour comprendre la pathologie, il faut comprendre la physiologie. Pour comprendre la physiologie, il faut comprendre la pathologie. Les deux sont intrinsèquement, irrémédiablement mariés. Et ce n'est pas Étienne Hirsch qui va me contredire pour d'autres domaines. C'est évident. Il faut travailler sur les deux en même temps. Ce qui découle de ça, c'est quoi? C'est que, un, il faut comprendre le développement du cerveau, avec toutes les techniques que nous utilisons. Donc, il faut ramener ça à plus tôt. Le dernier orateur a insisté sur le fait qu'il fallait des médicaments particuliers chez la femme enceinte. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le cerveau d'un embryon, ce n'est pas un cerveau adulte, il a sa propre pharmacopée. Les législateurs ont pris des années à accepter ça. Maintenant, ils l'ont accepté. Mais deux, ce qui découle de ça, et c'est l'essence de la dernière phrase de Thomas, c'est que le financement de la recherche ne peut pas être dirigé vers la traduction ou les applications de la recherche. Ça ne tient pas la route un quart de seconde. Il suffit de s'asseoir 5 minutes de réfléchir pour comprendre que la plupart des découvertes que nous avons pu faire se sont faites de façon souvent inopinée. Il y a 3 ans, moi, je ne travaillais pas sur l'autisme. Du tout. Je ne pensais pas travailler sur l'autisme. Et donc, ce sont des rencontres, des choses comme ça, qui amènent à changer un peu de... Et donc, ce que le législateur et les personnes qui distribuent les fonds doivent uniquement distribuer ça en fonction de l'excellence
Et quand je dis point, ce n'est pas point virgule, c'est point final. Les applications n'ont rien à voir à la chose. Rien. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement... Alors, dans les pays anglo-saxons, c'est un peu vrai, un peu moins quand même. Le grand NIH, on ne demande pas du tout si le sujet sur lequel je travaille a des applications. Alors, je sais que mon voisin va dire qu'ici, il y a des tas d'ANR blanches, etc., évidemment. Mais, les politiques ont l'impression que le public, c'est-à-dire les parents de malades, les malades, les associations de malades, veulent directement des applications, chose que je comprends. Mais je ne suis pas certain que ce public ici ne comprend pas que quand on prend un raccourci là-dedans, on perd l'argent et on perd le temps. C'est comme ça que ça marche. Alors, on va après, bien sûr, vous passer la parole, parce que je crois que tout à l'heure, monsieur voulait d'ailleurs intervenir. On va demander quand même à Étienne Hirsch de répondre à ce qui vient d'être dit sur cette répartition. Et sur l'aspect, vous avez tout à l'heure tiqué sur l'aspect en disant, oui, les chercheurs n'ont plus de concept, ce qui est quand même extrêmement fort et, je dirais pas grave, mais fort. Oui, alors sur le premier point, moi je suis entièrement d'accord avec toi et le ministère est tout à fait dans cette ligne-là. C'est que c'est vrai qu'on se rend compte qu'à trop cibler l'argent sur des projets uniques, finalement, l'argent est très mal investi. Le meilleur exemple pour ça, c'est la conférence que vous avez entendue du professeur Hendrin tout à l'heure. On parle de dysfonction mitochondriale, on parle de neuroinflammation. Ce sont des phénomènes que l'on retrouve dans d'autres pathologies, dans des pathologies du sujet âgé, comme la maladie de Parkinson, comme la maladie d'Alzheimer. Alors, imaginez si le politique mettait en place un plan spécifique sur Parkinson, un plan spécifique sur Alzheimer, un plan spécifique sur l'autisme. Vous auriez des gens qui ne se parleraient pas, qui travailleraient exactement sur les mêmes domaines, et donc l'argent serait mal investi. Donc notre souhait est de travailler sur les pathologies du cerveau. C'est clair que les pathologies du cerveau, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il ne faut pas oublier qu'un Européen sur 4, au cours de sa vie, sera atteint d'une pathologie du cerveau. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et pour le ministère, c'est vrai que c'est une priorité. Et là, je crois qu'on est tout à fait d'accord. Il faut mettre des moyens pour la recherche sur le cerveau et puis prendre les meilleurs. Là, vous dites il faut, c'est-à-dire que ça se fait ou ça se fait. Alors, ça se fait. Je peux vous donner des exemples. Parce que le problème il est là, c'est qu'on nous dit toujours, c'est comme ça qu'il faut faire, ok. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est ciblé ou est-ce qu'aujourd'hui vous dites, on fait le syndrome inflammatoire ou les marqueurs inflammatoires dans le Parkinson, la sclérose en plaques, l'autisme, etc. Alors, le ministère n'a pas à vocation directement à distribuer les financements. Le ministère a pour vocation de distribuer les financements via des agences ou des grands organismes. Vous en avez ici. Vous avez l'ANR, vous avez l'INSERM, il y a le CNRS, il y a les universités. Et puis, il y a l'Europe aussi. Il ne faut pas oublier l'Europe, je crois. Et puis, il y a la création d'infrastructures. Alors, au cours des dernières années, des derniers mois, en fait, le ministère a investi sur toutes ces actions. Tout d'abord, en soutenant les gros instituts. En particulier, il y a un financement pour l'INMED, qui est un formidable institut qui a été donné quand même via l'INSERM. C'est une unité INSERM. Vous impulsez quand même des financements. Vous dites, c'est pas vous. Il y a quand même des volontés politiques qui permettent de faire des financements. Non seulement il y a des volontés politiques, mais nous, les contribuables, je prends une autre casquette de contribuable, nous donnons de l'argent pour la recherche médicale. La deuxième action très très forte qui a été mise en place, c'est de doter la France d'infrastructures compétitives au niveau international. C'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup de saupoudrage, c'est-à-dire on va donner un petit peu, on va acheter une machine par-ci, par-là. Il n'y a pas d'organisation. Et donc, grâce à une opération qui est le grand emprunt, en fait, il a été possible de générer
des financements pour la recherche sur appel d'offres international géré par l'ANR. Et je vous en citerai juste quelques exemples. Dans le domaine de la psychiatrie, il y a eu un appel d'offres pour les cohortes. Et dans le domaine de la psychiatrie, l'équipe du professeur Marion Leboyer, qui est une des psychiatres de la région parisienne, qui est la plus connue et la plus impliquée dans la recherche, a obtenu justement des financements pour ces cohortes en psychiatrie. Deux autres exemples, les infrastructures au CEA pour faire de l'imagerie aussi ont été très très fortement soutenues avec le centre Neurospin qui est vraiment un centre pour le développement de l'imagerie, des techniques d'analyse d'apprentissage du langage, en particulier avec des chercheurs remarquables, Stanislas Dehaene en particulier, qui a été membre de l'Académie des sciences avant 40 ans. Ces équipes-là sont financées. Le dernier exemple, c'est à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, un appel d'offres national pour créer ce qu'on appelle des instituts hospitalo-universitaires qui ont pour vocation d'organiser la qualité du soin, la prise en charge des malades, la recherche et l'enseignement dans des domaines disciplinaires particuliers. Eh bien, un institut a été créé en neurosciences, neurologie et psychiatrie à l'hôpital de la Salpêtrière grâce à ce grand investissement. Si vous me permettez encore juste un point en ce qui concerne les financements, il y a les financements européens, les chercheurs français n'y vont pas assez. Pour aller dans le sens de ce que dit Yézéchiel, il y a maintenant les ERC, ce sont des programmes d'excellence. Ce ne sont plus des programmes de 2 ans maintenant. Les ERC financent soit des jeunes chercheurs, soit ERC pour les gens qui sont... European Research Council. Voilà. Ce sont des gros financements qui sont donnés soit à des chercheurs seniors de renommée internationale, comme toi par exemple, hein, pour 5 ans. Voilà où va l'argent. Je serai plus diplomate. Voilà où va l'argent. Je vais répondre. Vas-y. Je réponds. Non, parce que là, et puis des jeunes chercheurs. Eh bien, la première année, c'est vrai que les Français étaient numéro 1 en termes de RC. Cette année, par exemple, c'est une catastrophe en termes de résultats. Bon, donc là, vous dites quand même que vous ciblez un certain nombre de choses et que vous harmonisez pas tellement comme vous avez dit au départ. Moi, dans votre discours, j'ai pas très bien compris. La réponse de M. Benary, et après, on va bien sûr interroger M. Lévi-Strauss. Le problème de fond, il est, comme toujours, l'évaluation. C'est un problème majeur. Moi, j'ai eu des grants NIH. C'est pas évident d'avoir des grants américains pour un Européen. La première fois qu'on le soumet, il y a 3 pages qui reviennent en disant écoute, là, tu as un peu déconné, tu devrais faire plutôt ça que ça. On le refait, on a l'argent. Les grandes ERC, comme les grandes ANR d'ailleurs, j'en ai soumis un. Bon. Qu'est-ce qui est revenu? 4 notes, comme à l'école primaire. Il y a 3 référés qui m'avaient donné un A, un qui m'avait donné un B et un qui m'avait donné un A+, je crois. Et un s'était même permis de dire que j'étais un has-been, je cite. Ce qui, au NIH, lui aurait valu l'exclusion immédiate. Sans vouloir faire une comparaison, Einstein, la veille de la théorie de la relativité, n'était pas Einstein, c'était un monsieur. Voilà. Donc on ne peut pas prévoir ce qui va se passer dans le futur. L'évaluation dans les pays européens est extrêmement difficile. Il y a des lobbies très puissants. Et quand on est à l'évaluation extérieure, et tout ce qu'on nous demande, c'est de donner une note comme à l'école primaire. Moi, je me suis fait 10 par jour. Mais ce n'est pas sérieux. Donc, il y a un problème d'évaluation, il y a un problème de lobby en Europe qui est extrêmement puissant. Et moi, ma thèse, elle est que quand l'économie va mal et qu'il y a moins de moyens, paradoxalement, l'argent va encore moins à ceux qui sont bons. Et je peux expliquer ça sur le plan économique, si vous voulez. Monsieur Lévi-Strauss, alors vous avez l'argent, c'est vous qui avez les projets et c'est vous qui distribuez. Alors, est-ce que vous distribuez bien? Parce qu'apparemment, ce n'est pas tout à fait cohérent. Donc d'abord, pour situer l'ANR, donc l'ANR, ça reçoit un budget d'à peu près 800 millions d'euros par an. Ça représente 8% du financement public à la recherche, hein, à peu près. Donc, c'est une source de financement qui est très importante pour les chercheurs parce que c'est l'argent qu'ils reçoivent dans les laboratoires qui leur permet de payer des gens et de faire des expériences. Mais dans la masse d'argent qui est distribuée par l'État pour la recherche, ça n'est que 8%. Donc il y a à peu près 180 millions d'euros
plus exactement, je devrais vous dire que c'est 600 millions d'euros pour que mes comptes soient cohérents. Ça distriibue 600 millions d'euros. On vient de perdre 200 millions d'euros. Ça va vite en ce moment. Oui, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le préciput, qui est une partie des crédits, des crédits des projets de recherche qui est reversée aux universités, aux organismes comme le CNRS et l'INSERM. Donc c'est ça qui explique. Mais là, pour la recherche aussi. Bien sûr, pour la recherche aussi. Mais donc c'était simplement, je m'apercevais que j'allais vous donner des chiffres pas cohérents. Ça distribue directement au laboratoire 600 millions d'euros. Sur ces 600 millions d'euros, il y a à peu près 180 millions d'euros qui vont pour la partie biologie et santé. Sur ces 180 millions d'euros, les 2/3 sont distribués via le programme blanc. Donc là, je rejoins ce que le professeur Benary disait tout à l'heure. Le programme blanc, c'est donc un énorme programme qui accueille n'importe quel projet. Il n'y a aucun prérequis. Tous les projets sont évalués dans le programme blanc. Donc, par exemple, j'ai regardé, puisque avant de venir, cette année, le programme blanc a financé un projet sur l'autisme. Donc, par exemple. Donc, sur le tiers qui reste de ces 180 millions d'euros, c'est des programmes thématiques. Alors, dans ces programmes thématiques, il y en a beaucoup dans lesquels l'autisme peut venir. Il y a d'abord, par exemple, un grand programme qui s'appelle Santé mentale et addiction, qui a été en fait parce qu'on a considéré que la psychiatrie était relativement mal servie à l'INSERM. Et pour vous donner un chiffre, donc les résultats seront connus à la fin du mois de novembre, mais il y a 4 projets sur l'autisme qui ont été reçus pour 80 projets, sur 80 projets reçus. Donc, vous voyez que je dirais, il ne s'agit pas seulement de se plaindre des quantités de financement, mais vous voyez que la communauté donc des chercheurs qui travaillent sur l'autisme ne dépose pas énormément de projets, puisqu'on en a reçu 4 sur 80. D'un autre côté, ces 4, c'est pas mal non plus, mais ça dépend comment on voit les choses. Sinon, il y a d'autres programmes. Par exemple, moi, je suis directement responsable de programmes pour des recherches plus appliquées, donc soit en partenariat avec des industriels, soit un programme qui finance des preuves de concept de recherche académique qui veulent aller vers les applications, donc par exemple des traitements. Et on a reçu dans un de ces 2 programmes un seul projet sur l'autisme. Donc vous voyez que en fait, l'autisme a sa place dans de très nombreux programmes de l'ANR, et l'ANR reçoit finalement relativement peu de projets sur l'autisme. Alors de quoi vous plaignez-vous? Si vous ne faites pas de projet, vous ne pouvez pas avoir d'argent. Moi j'en ai déposé en parenthèse, mais passons. Oui, mais s'il y a que vous, ça ne va pas du tout. C'est bon, au moins un. On a gardé que ceux qui présentent des projets. On va vous donner le micro bien volontiers, Monsieur le Président. Tenez, si vous voulez bien donner le président. Non, le micro, c'est le micro, vous avez dans la main droite, voilà. Oui, moi je voulais revenir pour réunir tout ça, mais dans un côté plutôt sociétal. D'abord, pourquoi la question de maladie pour nous était importante à un moment donné, ce pourquoi on a changé le nom de l'association, etc. C'est que d'abord, au niveau de la société française, il y avait une grande confusion qui a commencé au départ par ce problème de psychiatrie psychanalytique où on a traité toujours l'autisme comme une maladie psychique, mais il y avait aussi l'image où on est resté sur l'autisme sévère où de toute façon il n'y avait rien à faire. Ces personnes-là ne pouvaient ni communiquer ni bouger, qu'il fallait les mettre dans des structures. Et les associations de parents ont milité pour qu'on puisse enfin reconnaître le handicap de ces personnes pour des droits sociaux. Et donc l'autisme était encore traité que comme handicap, et encore une fois comme un état définitif où il fallait juste, quand on parlait de l'autisme, on dit oui, mais l'État ne nous donne pas l'argent pour mettre en place des structures de prise en charge. Et c'est resté enfermé là-dedans. Avec toutes les batailles nouvelles, on est arrivé à l'école, on est arrivé avec les parents ont prouvé avec certains professionnels que les enfants pouvaient évoluer, mais ce qui nous manque, c'est que la société ne sait pas aujourd'hui que l'autisme est autant cette variété de causes qu'on a vues aujourd'hui, et ça, on peut le montrer. Mais sur un plan message à passer à la société, il faut qu'on soit aussi efficace et court, et qu'on ne peut pas expliquer tout ça rapidement. Donc la notion de maladie pour nous représenter la compréhension de la société, des pouvoirs publics, qu'il fallait aussi aller monnayer la recherche
pour trouver les traitements demain. Et même si moi, vous me parlez de l'ANR, tout ça, je veux bien. Pour moi, il n'y aura jamais assez d'argent pour ce problème de l'autisme. Donc, il faut que le privé vienne, il faut que la solidarité nationale et sociétale aussi s'implique. Et pour qu'il s'implique, il nous faut des chercheurs et des médecins qui disent ce que c'est que l'autisme. Il faut aussi ce message qui peut passer facilement. Ce n'est pas la raison pour laquelle on va traiter les autistes de malades, parce que ça aussi c'est un problème. Mais donc on a besoin de communiquer sur quelque chose de simple pour pouvoir l'élargir après. Quand on sera dans le débat, les médecins viendraient expliquer à la société ce que c'est, à ce moment-là ils pourront élargir les explications. Réaction dans la salle justement alors sur cette proposition. Monsieur, on va venir vous donner, je vais vous donner mon micro. J'arrive. Vous le rendrez, hein. Jean-Claude Teuret. Je suis une personne qui a été diagnostiquée Asperger, mais bon, il y a des avis divergents parce que j'ai aussi présenté à un moment donné un trouble de schizotypie. Notre parle de personnalité schizoïde. On sait que tout ça, il n'y a pas de frontière à tout cela. Donc je voudrais réagir sur la notion de maladie. Moi, je dirais que c'est un problème fondamentalement éthique. Quand on parle de maladie, le langage, c'est soignez-vous et taisez-vous. On n'a pas le droit d'exister, on doit soigner. Et si ça ne marche pas, c'est qu'il faut continuer à se soigner et on ne doit pas exister. Et ça, c'est absolument insupportable. Une personne qui est dans ce langage, qui est un langage de mépris, quand on parle comme ça, ne peut pas accepter aucune coopération. Il faut d'abord nous accepter tel que l'on est, et après, on est d'accord pour faire toutes les expériences qu'on veut. Mais tant qu'on parle ce langage, j'accepterai jamais un quelconque traitement. Des réactions sur cette proposition? Non. D'autres interventions? Non. Oui, non, juste de nouveau pour essayer de rebondir sur ce que vous avez dit, c'est que moi, j'étais pas trop. On avait discuté sur vaincre l'autisme et j'ai vraiment bien compris ce que voulait dire Sajidi et la campagne qu'on voit là sur les affiches, c'est vraiment d'intégrer, de pouvoir dire qu'on peut dépasser ça et qu'on peut intégrer les personnes. Si on attend que les personnes avec autisme changent, d'abord il y en a quelques-unes qui veulent pas. Et si on attend que l'école attend que les personnes changent, c'est pas possible. On va pas attendre. Il faut que l'école soit un peu moins aussi inflexible et qu'elle accepte la diversité aussi des gens et que ce ne soit pas que les autistes ou les personnes avec autisme, mais aussi la diversité des gens. Donc je pense que ça, c'est notre société aussi d'accepter aussi plus l'intégration de personnes qui ne sont pas dans la norme. Et de nouveau, la norme, j'aimerais bien qu'on regarde un peu ce que c'est que la norme et d'accepter que cette norme, je ne sais pas si elle existe aussi clairement que l'on peut le penser quand on lit dans les textbooks, que voilà, un neurone, il est comme ça. Je pense que il y a plusieurs neurones, il y a plusieurs personnes, et heureusement, et je trouve ça très 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 bien, moi, personnellement. Est-ce que la recherche, puisque vous êtes tous des chercheurs importants, est-ce que la recherche peut en fin de compte aujourd'hui aider les médecins qui sont en première ligne? Parce qu'en fait, c'est quand même ça, pour aller de la recherche à ce qu'est la réalité aujourd'hui du diagnostic. En d'autres termes, en quoi aujourd'hui le message des chercheurs peut impliquer les professionnels de santé, les médecins? Il y a eu un socle de définition qui a été fait par la Haute Autorité de Santé. Est-ce que les chercheurs peuvent, dans ce domaine, intervenir? Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer? Ça se fait par les rencontres, évidemment. On a entendu aujourd'hui 2 exemples de thérapie, de traitement, qui marchent, qui sont tous les 2 nés de rencontres entre des médecins et des chercheurs, à partir de mécanismes fondamentaux qu'on a commencé à élucider. Donc là, c'est vraiment aller dans le sens... Je réfléchis, j'ai un concept, je vois le clinicien, on essaye et ça marche. Voilà. Donc ça, ce sont les exemples, évidemment, qui montrent bien que ça peut marcher. Il faut juste faciliter la rencontre entre ces 2 mondes. Et là, c'est un domaine qui m'échappe, parce que là, ça touche à toute la structure de la médecine en France et de la science qui ne sont pas faciles. Il n'y a pas beaucoup d'instituts dans lesquels les chercheurs et les médecins sont côte à côte dans le même étage. L'ICM est un bel exemple du contraire. Mais c'est rarement le cas. C'est rarement le cas. Alors même si on parle la même langue, on ne parle pas forcément le même langage parce qu'on n'est pas forcément dans le même corridor. Donc c'est plus un problème de contact.
Non, la réponse à ça, comment résoudre ça, qu'il y ait plus de contacts, n'est pas facile. Parce que les Américains l'ont résolu en faisant en sorte que la plupart des grands patrons de médecine dirigent aussi de la recherche. Donc ils font les deux. Parfois, c'est pas très bon, parce qu'on ne peut pas tout faire. Les Français l'ont résolu de façon différente. C'est pas les mêmes. C'est pas beaucoup mieux, souvent. Donc je ne sais pas quelle est la réponse. Mais la proximité de contact est absolument cruciale, parce que c'est de là que naissent les vraies initiatives. Juste pour rebondir sur ce que disait aussi professeur Hirsch, sur le fait qu'il fallait traiter les maladies globales du cerveau. C'est-à-dire que moi je pense que, je cite souvent Cocteau qui disait est-ce que tout le monde peut être acteur sauf certains acteurs. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens travaillent sur l'autisme sauf certaines personnes qui pensent travailler sur l'autisme. Et je pense que ce que fait Banary sur les neurones et sur le chlore avant de connaître ce que c'était que l'autisme, il devait travailler sur l'autisme et en travaillant sur le Parkinson et sur les mitochondries, sur le Parkinson, probablement il travaille peut-être plus sur l'autisme que certaines personnes qui travaillent sur l'autisme. Donc je pense qu'il faut être extrêmement ouvert. Et d'ailleurs, quand on pense qu'on a trop compris, des fois il faut voir son collègue et se dire bon, est-ce que tu penses que c'est relevant ou pas? On va laisser la parole à M. Hirsch, mais je lance quand même dans le débat. Est-ce que la notion de plan, parce que ça c'est un grand truc français extraordinaire, de plan, premier plan, deuxième plan, il y a un troisième plan. Non, les clans ça n'existe pas en France, il n'y a plus d'esprit. Non, est-ce que justement les plans, à l'heure actuelle, qui dans certaines pathologies donnent un certain nombre de résultats, on peut considérer que c'est nuancé, on peut dire que les plans Alzheimer ne sont pas forcément hyper efficaces, mais il y a quand même des choses qui se font. Est-ce que la recherche a une place dans ces plans? Est-ce que vous dites qu'il n'y a pas de lieu d'échange? Dans ces plans, il y a quand même beaucoup de cliniciens. Est-ce que la recherche devrait intervenir? On va essayer d'abord de répondre à M. Hirsch et après M. Banary. Oui, enfin, sur les deux points, moi je suis entièrement d'accord avec toi que l'avenir de la recherche, c'est de mettre ensemble des gens de disciplines différentes, des chercheurs fondamentalistes, des cliniciens. Le vrai problème qu'on a, c'est que ça ne se fait pas en un jour. Tu as pris l'exemple de l'ICM et du Parkinson. C'est une histoire de 40 ans, ça. Ce sont plusieurs générations. Et ce à quoi nous sommes confronté en fait dans le domaine de l'autisme, qui, vous l'aurez compris, n'est pas le mien puisque je m'intéresse plutôt à la maladie de Parkinson en tant que chercheur, c'est justement qu'on manque en France de cette formation et de ces années de travail passées ensemble entre des jeunes cliniciens psychiatres qui savent ce que c'est qu'un neurone, qui savent ce que c'est que l'électricité dans le cerveau, et puis des biologistes fondamentalistes comme Ézéchiel. Et je crois que si on veut vaincre l'autisme, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on mette en place, c'est-à-dire qu'on donne le goût à des jeunes cliniciens de venir se former dans ces domaines-là. Et que fait le ministère pour ça? C'est ça le vrai challenge. Et alors vous faites quoi pour ça? Quelles sont vos actions? Que fait le ministère pour ça? Le ministère, il essaye de favoriser le plus possible en fait la double formation de médecins et de fondamentalistes. C'est-à-dire que de par l'INSERM, il y a ce qu'on appelle l'école de l'INSERM maintenant, qui prend des jeunes étudiants en médecine et qui leur donne les moyens d'avoir une formation en sciences extrêmement bonne, de qualité, pour atteindre les standards internationaux. Ça prend des années. L'INSERM, l'école de l'INSERM, ça a 10 ans, non, peut-être maintenant, voilà. Ça commence à porter ses fruits, mais c'est un travail de longue haleine. Alors, en ce qui concerne les plans, je pense que vous l'aurez compris, nous sommes tous d'accord pour dire un plan sur une pathologie en termes de recherche, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace parce que nous ne savons pas d'où viendra la découverte. Par contre, mais à ce moment-là, ça sort de mon champ de compétences, un plan pour la prise en charge des aidants, pour aider les aidants, un plan pour mettre en place des mesures sanitaires, des mesures sociales, oui, c'est ce que font tous les plans. C'est ce que font tous les plans, mais c'est le ministère de la Santé et ça sort un petit peu du débat. Vous parlez un peu à la recherche et la santé. Absolument. Et l'éducation, vous parlez sur des sujets comme ça? Absolument. Où il semblerait que les trois soient concernés. L'éducation, en tout cas l'enseignement supérieur, c'est notre ministère, donc nous sommes directement impliqués dans les décisions.
entre la santé, je parle de l'éducation supérieure, hein, c'est-à-dire post-bac. Hein. Il y a un peu avant. Voilà. Enfin, ouais. Il y a un peu avant. Mais en ce qui concerne la santé et la recherche, c'est vrai que nous parlons, mais ce n'est pas nous qui mettons en place les plans sanitaires. Donc c'est le ministère de la Santé. Bertrand, si tu nous entends. Oui, allez-y. En fait, juste là, si on comprend bien, au niveau de l'ANR, on dit qu'il n'y a pas assez de chercheurs qui proposent des projets. Là, au niveau du ministère, on dit que on va former bien, mais pour nous, notre constat, c'est que c'est dans la même situation sociétale, encore une fois. On ne connaît pas le sujet, ou on n'intéresse pas les étudiants à ce sujet, mais il y a quand même un handicap fondamental, et là je reviens au ministère, sur l'enseignement supérieur. Toutes les connaissances qui sont données, avérées aujourd'hui au niveau du monde, ne rentrent pas dans les universités françaises pour les futurs professionnels et futurs chercheurs. On est toujours dans cette problématique de vision dépassée de l'autisme qui est enseignée dans les universités. Est-ce que c'est pas aussi de par le ministère à sensibiliser, même avec les associations, avec les autres ministères? Moi, par rapport à vous, je pense que le plan doit intégrer la recherche fondamentale et clinique pour l'autisme. Je pense que le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, n'a jamais été invité à travailler sur le problème de l'autisme quand il y avait la mise en place de plans, du même que le ministère de l'Éducation nationale. Donc je pense qu'il faut que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'impose aussi. Nous le revendiquons. C'est ce que nous allons faire, c'est ce qu'on a fait depuis janvier. J'aimerais bien que le ministère aussi fasse un pas vers les autres ministères concernés pour le prochain plan, notamment auprès de Mme Valérie Létard. Ça serait bien en ce moment. Formation initiale, c'est vous ça, les médecins? Alors, formation initiale des médecins, oui, ça dépend du ministère, mais ça dépend de chaque faculté de médecine. Alors là, on se heurte à ce problème. En rugby, c'est dur. Hein, non, mais on se heurte à ce problème de la psychanalyse. Là, il faut le dire, la psychiatrie française a pris un retard considérable. C'est un problème majeur. Alors, l'INSERM a essayé de mener une politique en ce sens pour changer les choses, et l'évaluation de la recherche, les moyens sont distribués et les recrutements sont faits par ce qu'on appelle des commissions de spécialistes, des commissions scientifiques spécialisées. Et pendant 2 mandatures, l'INSERM a mis en place en fait une commission scientifique spécialisée de psychiatrie, c'est-à-dire que pendant 8 ans, c'est un domaine qui a été renforcé, soutenu, en émergence, justement pour essayer de lutter contre ces problèmes. C'est vrai que moi, je suis très heureux de voir maintenant qu'il y a un dialogue entre les psychiatres et les neurobiologistes fondamentalistes, et il faut le renforcer encore, c'est vrai. Monsieur Benary, après on demandera... Non, moi j'allais juste dire que les plans, c'est pas mon truc, en tout cas pas la partie fondamentale, parce qu'on voit ce que ça a donné. Il y avait un plan cancer, ça a donné quoi? Des énormes anémaries transgéniques, 30 millions de pièces, on en fait 5 ou 6. Je ne suis pas expert en cancer, je me demande si ça c'est vraiment... Mais c'est très simple. Tout le monde sait, si vous jeûnez un jour, Kippour, Ramadan, tout ce que vous voulez, à la fin du jeûne, tout le monde sait, enfin ceux qui ont jeûné, on ne mange pas beaucoup d'un coup. D'accord? Parce que si on mange beaucoup d'un coup, on peut être malade. Or, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est en train d'investir énormément dans les universités qui vont très mal, en mettant des sommes absolument incroyables. On est en train de mettre les EPST indirectement dans la main de ces mêmes universités. Les EPST, c'est le CNRS, l'INSERM, etc. Donc, les EPST sont en train de perdre de vitesse, les universités sont en train de monter. Et le problème de fond, c'est que les universités, bien sûr, il faut les enrichir. Bien sûr, il faut y investir beaucoup d'argent. Mais ça ne doit pas se faire au détriment de ce qui a porté la recherche en France depuis la libération, en fait. C'est-à-dire le CNRS, l'INSERM, etc. Et ça, c'est un problème majeur de politique. À la place de ça, on fait des plans, parce que les élus aiment chacun avoir son truc. Alors, c'est le cancer, puis ça, c'est la mer. Mais l'argent, quand il arrive sur un terrain qui n'est pas fertile, il fait pousser des mauvaises herbes. Donc, c'est chèque en blanc, en résumé. Moi, je ne suis pas pour investir des sommes énormes quand le terrain n'est pas prêt. Je pense que c'est, encore une fois, uniquement l'excellence, quel que soit le sujet. Comment ça fonctionne en Suisse? Pour le financement? Oui, pour le financement, pour tout ce qu'on vient de dire là, le dialogue.
Est-ce que vous avez des sous? Voilà. Alors, le financement en Suisse, c'est le Fonds national suisse de la recherche scientifique qui va payer des personnes. C'est vrai que c'est plutôt des projets de personnes que des projets de projets qui sont payés. Par exemple, moi, j'ai obtenu une bourse du gouvernement suisse pour ouvrir un labo. Alors, j'ai dû présenter un projet que j'allais mener à bien, mais c'était vraiment à moi et à moi de m'organiser là autour. Donc, je pense que effectivement, l'excellence du chercheur est plus importante que son sujet de recherche quelque part, parce que quelqu'un qui n'est pas capable de mener à bien quelque chose, même si son sujet est fabuleux, il ne va pas bien le faire. Donc ça c'est une chose. En ce qui concerne l'enseignement, au niveau des universités et des étudiants en médecine, là aussi on a un gros problème, parce que les étudiants en médecine entendent parler peut-être 2 heures de l'autisme dans toute leur formation, et ils reçoivent cet enseignement par des gens qui ont une formation lacanienne, en tout cas dans mon université. Donc voilà, c'est réglé. Je m'appelle Belair Riveli, je suis en première année de formation d'éducatrice spécialisée, et je voulais réagir à tout ça aussi. On parle beaucoup de donner des fonds aux universités et tout ça pour qu'ils puissent apprendre un peu plus sur l'autisme. Mais en tant qu'éducatrice spécialisée, on participe aussi à l'avancée en quelque sorte de la recherche, puisqu'on est sur le terrain. J'ai déjà travaillé avec des adultes autistes. Et donc, il faut savoir que même dans la formation d'éducateurs, sur 3 ans, on a 6 heures sur l'autisme. Donc, j'ai eu cette semaine les 3 premières heures, je suis ressortie frustrée parce que la formatrice ne sort pas les fondamentaux qu'il faudrait savoir sur l'autisme. C'est tout, c'est brossé, c'est vraiment un cours abominable pour quelqu'un qui connaît un peu l'autisme. Enfin, voilà. Il y a un élément de réponse, c'est que là, on va vers des formations qui doivent être spécialisées et il faut augmenter la qualité de ces formations, c'est indéniable. Nous ne savons pas, en France, correctement former les gens qui vont prendre en charge une population particulière. Et ça a été justement l'objet de ces instituts hospitalo-universitaires, je le rappelle, la recherche, la prise en charge médicale, mais avec une qualité de prise en charge, et puis la formation. Et l'idée, c'est vraiment de créer des filières spécialisées pour des gens comme vous, pour les former à la prise en charge d'autistes lorsque c'est quelqu'un qui va travailler sur l'autisme. Mais ces cours doivent être dispensés par des spécialistes. Et ça ne peut pas être des enseignants généraux qui vont dispenser ces cours-là. Donc l'idée, c'est de former, de faire des écoles d'été, de former les jeunes internes qui vont s'intéresser à l'autisme, de former les encadrants, d'être ouvert vers les associations aussi, parce que c'est capital. L'hôpital a une mission de dialogue avec les associations, justement, parce que nous ferons avancer la recherche ensemble. Et en particulier, vous avez des instituts qui existent en région parisienne et dont c'est la mission. Il y a juste aussi une remarque que je voudrais faire, c'est au niveau de l'éducation nationale, et enfin de la formation des enseignants, parce que je crois que là aussi, il y a un travail très important à faire pour que les enseignants qui sont en contact avec des enfants, et même des tout petits enfants, sachent aussi ce que c'est que l'autisme, parce que c'est eux qui sont en première ligne quelque part, c'est eux peut-être qui vont même repérer les choses qui vont mal, et c'est eux qui vont avoir 1 ou 2 enfants dans leur classe avec lesquels ils vont devoir se débrouiller. Et si ces gens-là ne sont pas mis au courant de toute la complexité de l'affection, ça va être très difficile pour tout le monde. Et là, je crois que, je ne sais pas qui doit s'occuper de ça du point de vue administratif, mais je pense que c'est quelque chose qui est aussi très, très important. Monsieur. Alors, je réagis parce que je suis enseignant, enseignant en lycée. Vous êtes enseignant de quoi? Biologie. Oui. Et donc je suis là par intérêt purement personnel, et c'est juste pour vous dire que les enseignants en France, ils ont 0 formation quasiment. Alors je ne vais pas parler des UFM, mais la formation que j'ai eue était nulle globalement. Alors on a une formation qui est censée être une formation continue, on a un plan académique de formation.
c'est généralement tout aussi nul. Et alors, voilà, je sais pas, je suis pas dans une instance politique. Peut-être pas tout globaliser comme ça, c'est peut-être pas complètement. Non, mais le problème, c'est qu'il faut. Dans votre enseignement en biologie, il y a beaucoup de choses aussi. Oui, mais donc après, vous allongez 1 an, 2 ans, vous allez dire c'est trop long. Donc là, le problème, il est quoi? Il est que dans le programme, c'est pas prévu. Alors, il est que l'enseignant, l'enseignant n'est pas adapté. Il y a plusieurs choses. Déjà, je pense qu'on est vraiment pas formé. Et déjà, les enseignants ont tendance à reproduire des schémas qui sont ceux qu'on a eu en tant qu'élève, et ça se limite à ça. Souvent, c'est un peu la catastrophe. Et il y a un autre aspect que je voudrais souligner, parce que on disait l'école n'est pas adaptée à des enfants qui sortent de la norme, parce qu'il y a un formalisme des examens et des programmes qui est un truc qui c'est totalement délirant. Et alors, les enseignants, ils ont leur part de responsabilité. On a des très mauvais résultats à l'OCDE, alors c'est pas juste l'autisme, il y a un problème avec... mais au niveau des gens qui conçoivent ce que doit être l'enseignement, les commissions des programmes, etc., il y a un problème. Voilà. On a levé beaucoup de problèmes ce soir, c'est terrible. Non, mais je pense qu'il y a vraiment un changement de paradigme pour reprendre l'image de Robert Hendren. Parce que là, vraiment, je crois que ça fait un petit moment... Moi, j'avais l'impression d'être jeune quand j'ai commencé à travailler sur l'autisme. Je commence que je vieillis de plus en plus. Je suis toujours aussi révolté, mais c'est vrai que je commence à baisser un peu les bras. Et là, je me dis, c'est incroyable que je sois encore là à dire la même chose que ce que j'ai dit il y a 7 ans. Et donc pour vous, ça doit être insupportable. Et je crois que, juste un point, c'est vraiment important. Là, on a déposé 3 PHRC, on a reçu aucun. PHRC, projet hospitalo de recherche clinique, il y a un plan autisme, on n'a reçu aucun. Là, j'ai demandé l'ANR Samantha, donc santé mentale. Je crois que si on n'a pas ça, c'est la première fois, et pourtant j'adore Paris, j'ai même pas mon permis de bagnole, donc je sais même pas comment je vais partir de Paris. Mais je ne sais pas si je vais rester en France. Vraiment. Il y a un moment où je me dis, ce que je suis en train d'amener ici, c'est trop d'énergie à passer. Je ne peux pas. Et avec les gens avec qui je travaille, je crois qu'on est dans une situation où on est à ce niveau-là. J'ai fait partie des comités de suivi de recherche sur l'autisme au ministère. Et c'était il y a 6 ans. Je disais que j'avais lu Kafka, j'avais vu Kafka au cinéma, que j'avais jamais vécu Kafka. Mais maintenant, là, je suis en plein dans le film depuis. Et là, c'est une série avec plusieurs saisons. Et là, je n'en peux plus. Je crois que je vois mes chercheurs qui sont payés 1 500 € après 8 ans d'études. Je vois des gens qui n'arrivent même pas à pouvoir avoir une famille et d'avoir des appartements à Paris parce qu'ils sont payés à Paris. Ils font 8 ans d'études. Il y a des gens... je veux dire, on est dans une situation où il faut qu'il y ait un changement de paradigme. Je crois que c'est plus possible qu'on dise qu'on va faire ça, on va faire ça. Je crois que là, il y a un moment où je peux plus tenir. Et je pense que moi, je peux tenir encore un peu. On a une petite couche avec M. Benardi et après on laisse répondre le ministère. Une petite couche, non, Pécresse à l'époque avait dit, j'ai tout solutionné. Attendez, j'ai eu tout à l'heure l'intervention de quelqu'un qui est encore moins diplomate que moi, ça fait plaisir. Et puis Thomas, il a rajouté une couche. Non, ce que je voulais dire, j'ai un peu plus je suis ancien combattant plus que lui. Il y a plus de décoration ça, je sais pas. Mais enfin bon, peu importe. La situation est la suivante, elle est très simple. Nous avons un médicament qui marche. La presse n'est pas là, je peux le dire. Il n'y a pas un sou pour développer ce que nous voulons développer. La semaine dernière, j'étais à New York, dans une fondation privée, pour trouver le 1 million d'euros qu'il me faut pour développer le médicament, parce qu'il n'y a rien. En France, les gens, quand ils ont de l'argent, ils achètent le énième Picasso, le énième yacht. Voilà, c'est comme ça. Ça n'est pas dû aux impôts, c'est du vent. C'est pas un problème d'impôt, c'est un problème de bêtise. Enfin bon. Et la situation se prend de la recherche. J'ai des résultats qui montrent, et à mon avis, c'est une révolution, que ça commence pendant l'accouchement. Je peux le prouver. Il n'y a pas un sou, je suis en train de chercher l'argent pour payer un postdoc. Voilà la réalité. Alors,
Le ministère, toujours lui. Non, mais la réponse, tu l'as un petit peu donnée aussi. C'est-à-dire que le ministère fait des efforts, hein, le ministère donne des financements. Le ministère a donné des centaines de millions d'euros grâce au grand emprunt, mais le ministère ne pourra pas tout faire tout seul. On a un gros problème en France, c'est vrai, de mécénat. C'est-à-dire que ce qu'on a aux États-Unis, une fondation qui est capable, alors dans mon domaine, hein, la maladie de Parkinson, la fondation de l'acteur Michael J. Fox distribue tous les ans pour une maladie, et c'est une fondation, 30 millions de dollars pour la recherche. Moi, je ne connais pas une seule fondation qui soit capable de faire ça en France. Donc on a un problème de mécénat. Ça veut donc dire que face à ce problème de mécénat, il faut arriver à trouver un autre paradigme et un autre moyen d'aller trouver de l'argent, parce que je ne pense pas qu'on puisse augmenter les impôts pour augmenter encore plus les financements pour la recherche. Donc il faut aller attirer d'autres personnes, et ces autres personnes, c'est l'industrie, ça peut être l'industrie pharmaceutique, ça peut être d'autres types d'industrie, et là il faut arriver à faire des alliances où la recherche ne soit pas dupe du travail de l'industrie. Alors la France a investi au niveau européen dans des actions en fait qui s'appellent IMI pour justement favoriser la recherche partenariale entre les laboratoires académiques et les laboratoires de recherche. Et dans ces consortia, il y a justement une action qui a été financée sur l'autisme. C'est un projet de recherche européen avec des équipes françaises qui sont impliquées, des équipes de Cochin en particulier, avec des financements très lourds d'industries pharmaceutiques comme Pfizer, Johnson & Johnson, Alphato. Et c'est un moyen d'aller chercher de l'argent qui nous manque, avec évidemment un devoir qui est d'arriver à valider des cibles thérapeutiques. Ce n'est pas de la recherche tous azimuts, c'est de la recherche ciblée, et en l'occurrence ici, de la recherche ciblée pour identifier des cibles thérapeutiques pour l'autisme. Mais le ministère ne pourra pas faire les choses tout seul. Il faut que nous travaillions tous ensemble, les associations et les industriels. Pour vouloir, il faut avoir un Jean Todt, un Besson ou un Gérard Saillant. Et juste, je m'aperçois que je ne vous ai pas donné une information qui est importante, qui est le taux de sélection des projets à l'ANR, et c'est pour aller dans le sens de Thomas et de M. Benary. Donc en ce moment, donc cette année, c'est autour pour le moment de 16-17% le taux de réussite des projets, c'est-à-dire ça fait une chance sur 6 à peu près. On espère que ça va monter un tout petit peu d'ici la fin de l'année, mais ça sera sûrement en dessous de 20%. Et bon, il y a deux aspects. Il y a d'une part un aspect quantitatif qui est que c'est pas beaucoup, évidemment, parce que ça veut dire qu'il y a plus de 4 personnes sur 5 qui déposent des projets qui ne sont pas financés. Mais il y a aussi un aspect qualitatif que tous les experts du financement sur projet s'accordent à dire qu'en dessous de 20%, la sélection n'est pas très efficace et pas très juste. C'est-à-dire qu'autant probablement le mode de sélection qui est à l'ANR et qui est exactement le même que dans toutes les grandes agences du monde. Enfin, les procédures sont à peu près universelles. Ça marche bien au-dessus de 20%. Ça marche moins bien en dessous, parce que quand il y a très peu de projets à choisir, c'est les comités qui les choisissent, finalement, travaillent beaucoup plus difficilement. Alors, oui, allez-y. Aux États-Unis, maintenant, on est tombé en dessous de 10 et autour de 7%. Donc c'est la question que j'avais posée. Alors, on va bientôt mettre un terme à notre table ronde pour rester... Pardon, oui, mais chère madame, avec plaisir. Je vais venir, ça. Voilà. Merci. Bon, peut-être que les témoignages de parents paraissent bien futiles au milieu de ces témoignages de chercheurs et de professionnels. Mais moi, je pense qu'à ma petite échelle, je peux synthétiser en tant que parent tous les problèmes auxquels je peux être confrontée au quotidien avec un enfant autiste, depuis le dépistage très très difficile à obtenir, que j'ai été quémandée à corps et à cri à l'hôpital Necker, où on m'a proposé de faire de l'orthophonie et de la psychomotricité à mon enfant parce que, je cite, ça ne lui fera pas de mal. Je suis rentrée chez moi le soir en cherchant ce qui pourrait lui faire du bien. J'ai passé des nuits entières sur Internet. Ça fait 3 ans que le dépistage a été fait pour mon enfant, et toutes les aides les plus tangibles et
les plus utiles pour mon fils, je les trouve à l'étranger. Que ce soit les traitements biomédicaux qui améliorent ses conditions intestinales, que ce soit l'ocytocine en spray qui améliore son interactivité sociale, qui a l'air d'être totalement reconnu, mais que je dois payer moi-même en l'achetant dans des labos italiens, que ce soit les problèmes des éducateurs spécialisés, parce que les seuls que j'ai trouvés qui étaient vraiment bien, eh ben, je les paye de ma poche, parce que c'est des éducateurs privés qui ne veulent plus mettre les pieds dans des hôpitaux de jour, où on leur a reproché de faire avancer les enfants, que ce soit les témoignages de profs, parce que bah, moi-même j'ai un petit garçon qui est en CP, et c'est moi qui forme tous les jours l'enseignante, qui lui fait des photocopies sur l'autisme, qu'est-ce que l'autisme, comment aider l'autisme, l'enfant autiste, j'achète des bouquins, c'est moi qui la forme, et elle m'en remercie, parce que je suis tombée sur une femme extraordinaire, et qui s'est fait comme défi cette année d'intégrer mon enfant. Le même enfant qui a dû être déscolarisé pendant 15 jours parce que l'accompagnante a fait faux bond parce que la tâche est trop lourde et qu'avec 1 300 € par mois, demander un travail de cette hauteur, et ben, elle s'en est pas sentie la force. Voilà, donc j'ai plein... Pour moi, le témoignage du professeur Hendren, l'américain, là, qui décrit en fait la prise en charge des troubles autistiques comme étant un terrain à bâtir à plusieurs niveaux, me plaît beaucoup, parce que moi-même, quand je raconte à qui veut bien l'entendre ce que je fais avec Zéphyr, et ben je bâtis un jardin et je dis ça sert à rien d'aller te ruiner en graines chez les plus grands fleuristes si la terre en dessous elle est pourrie, elle est pleine de cailloux. Et donc, tant que tu n'as pas nettoyé le terrain, eh ben, tu feras rien pousser de très beau par-dessus. Et cette métaphore-là, que je trouvais un peu à dessous et que j'avais inventée, bah, j'étais assez amusée, voire honorée de l'avoir sortie de la bouche à peu près mot pour mot d'un grand professeur de médecine. Et voilà, et tous les traitements qu'il suggère, bon, après, c'est mon histoire personnelle, mais mon fils, oui, il a la MB12, mon fils, il prend des enzymes parce que il a une très très mauvaise absorption du gluten et du lactose, et il n'est pas le seul. Mon fils prend de la mélatonine parce que sinon il a des problèmes pour s'endormir, etc., etc., etc. La seule chose à laquelle j'ai pas touché, ce sont les psychotropes, les Rita, machin, et autres choses qui me font trop peur. Et j'espère pouvoir m'en passer avec mon enfant. Le résultat, c'est que tout ce que je fais et qui lui fait du bien et qui le fait avancer, c'est à ma propre charge, à la charge de notre famille. J'ai fait des études supérieures, j'ai fait Sciences Po, j'ai un DEA, j'ai un DESS, j'ai arrêté toute activité professionnelle parce que mon travail, c'est mon enfant. Enfin, j'ai 3 enfants, mais bon, c'est mon enfant autiste avant tout. Et j'ai la chance de pouvoir mener ce combat, sauf qu'il y a plein de parents qui n'ont pas cette chance-là, entre guillemets. Et quand on leur dit ce qu'on m'a dit à moi, votre fils, il faut qu'il aille en hôpital de jour, et ils se disent finalement, je vais le mettre en hôpital de jour puisque c'est ce qu'on me dit de faire. En plus, c'est gratuit, donc on ne va pas non plus se compliquer trop la tâche. Donc c'est peut-être très caricatural, mais moi, en tant que parent, tout ce qui a été dit, alors c'est passionnant, je vois les chercheurs qui sont face à un mur, je vois les profs qui sont face à un mur, je vois les éducateurs qui sont face à un mur, et nous, parents, imaginez-vous que c'est tout ça puissance 12, parce que j'ai 14 000 interlocuteurs autour de moi, je dois tenir compte des états d'âme de chacun, et je me rends compte que c'est une souffrance pour tous ceux qui veulent s'impliquer dans cette cause, qui mérite vraiment une grande application, parce que le taux de prévalence, que ce soit 1%, que ce soit 1% 50, que ce soit 1 pour 60, peu importe, on est tous concernés. J'ai des amis qui ont des enfants autistes. Tous les jours, j'ai des coups de fil de gens qui me disent « tu veux pas aider telle personne, tu veux pas renseigner ». Donc moi, j'ai une toute petite association de parents vraiment locale pour faire de l'entraide. J'ai pas du tout les épaules des gens qui sont ici, mais je trouve que mon témoignage, il est un petit grain de sable, mais il est révélateur de tous les problèmes que vous rencontrez tous aujourd'hui. Et voilà, et j'ai envie de dire à la personne qui représente le ministère que moi je suis française, mon mari est français, j'ai 3 enfants français, mon mari est avocat d'affaires, mes 2 enfants sont scolarisés, ma grande et mon petit sont scolarisés. Mon enfant autiste, mon Benjamin est scolarisé, mon cadet est scolarisé aussi, non, mon Benjamin. Et il est scolarisé parce que je l'ai bien voulu et parce que je me suis battue pour, et qu'à l'hôpital Necker où j'ai été crier mon diagnostic, le professeur Gols m'a dit que mon fils était caractériel, mais que comme il fallait bien que j'ai un diagnostic pour avoir droit
aux allocations, il allait mettre autisme atypique. Et est-ce que ça m'allait? Et on va dire que ça me va. Sauf que voilà la réalité du terrain. Donc c'est bien gentil de dire on va faire un plan machin, on va mettre tant de sous pour trouver. Et j'ai tout le respect que j'ai pour les chercheurs, et Dieu sait s'il est immense. La réalité du terrain en tant que parent, parce que c'est peut-être aussi un petit peu important de se dire vaincre l'autisme, c'est vaincre tout ce que vous décrivez là, mais c'est améliorer le quotidien d'enfants dont c'est une réalité et pas que des histoires de chiffres, de budget, de discordances politiques ou autres. C'est une vraie réalité quotidienne et les parents qui y sont confrontés en France, c'est juste la misère absolue. Nous, on a la chance que notre couple tienne encore, mais combien se déchire parce que c'est juste invivable au quotidien, parce que c'est super difficile, parce que ça coûte une fortune, qu'on doit faire des choix sans arrêt par rapport à ça. On choisit de ne pas partir en voyage parce qu'on paye un éducateur 1 500 € par mois, mais on a un super éducateur. Et tout est comme ça. Et les médicaments, et la MB12 que je commande en Italie, et l'ocytocine, idem. Les enzymes, je les commande en Allemagne, aux États-Unis. Les analyses d'urine, je suis obligée de les envoyer en Allemagne. Les analyses de sel au Luxembourg, parce qu'en France, tout ce qu'on me dit, c'est « Ah non, il n'y a rien, tout va bien, il est normal. Non, il n'y a pas d'intolérance, il n'y a rien. » Donc voilà, ça c'est une réalité, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je tenais quand même à la faire partager, parce que... Alors, bonjour, je m'appelle Tatiana D'Ambrogio. Pardon pour mon français parce que je suis un étudiante italien. Et donc, je vais vous donner mon expérience. Donc, je suis ici pour faire un stage. Donc, je suis un médecin, un docteur. Et c'est très bizarre de voir. Donc, je suis comme un interne ici. Que dans les séminaires que l'interne doit faire pour obtenir son étude, il n'y a pas de choses sur l'autisme ou pas du tout des choses adaptées. Donc, c'est des lacaniens qui fait des choses comme ça. Donc, ça, c'est un peu bizarre. Donc, je trouve que l'association doit faire beaucoup d'efforts pour faire changer des choses. Mais en même temps, je pense que l'association des parents doit avoir un autre, faire d'autres choses. Ça veut dire que c'est pas une association des parents que je pense qu'elle doit faire, doit soutenir la recherche, ces choses-là. Parce qu'en Italie, les enfants autistiques sont toujours dans l'école publique et l'Italie n'a pas du tout plus de moyens que la France, ça c'est sûr. Et donc ça veut dire que c'est l'espoir des enseignants, des docteurs, c'est ça qui change beaucoup la vie de l'enfant autistique. Oui, donc c'est vrai, la recherche c'est très important, mais je pense que l'association des parents, il doit faire beaucoup de congrès sur qu'est-ce qu'il doit faire les parents avec son enfant autistique et les enseignantes aussi. Ça, c'est l'expérience italienne. Merci madame. Alors, 2 interventions encore. Ah non, tout le monde va pouvoir parler tout d'un coup, là, c'est merveilleux. Vous êtes d'accord jusqu'à 7h, hein? Voilà, il n'y a pas un deuxième micro, non? Mais je me promène, remarquez, c'est sympathique, mais... Oui, je voulais parler pour l'éducation supérieure au niveau de l'autisme. Faut savoir qu'aujourd'hui, on est obligé de faire venir des thérapeutes de l'étranger parce qu'on ne trouve pas assez d'ABA en France. Et quand on sait qu'en Irlande, il y a 6 universités qui l'enseignent et en France seulement 1, je trouve ça vraiment lamentable et scandaleux. Parce que nous, ce qu'on vit en petite association, moi je suis en province, c'est la détresse des parents parce qu'ils ne trouvent personne, vraiment personne pour les aider, pour s'occuper de leurs enfants. Donc qu'est-ce que vous proposez, vous, au niveau des universités françaises pour qu'il y ait une formation ABA dans toutes les universités de France? Oui, je voulais aller un peu dans ce sens aussi. Je suis parent d'une adulte, donc bien plus âgée que les parents qu'on a entendus là. Et je trouve quand même dommage, notamment avec le ministère,
mais aussi avec la recherche, avec les éducateurs, les psychologues, les médecins et tout ça, que ça fasse 25 ans que nous, parents, on s'épuise à chaque changement de ministère, à chaque changement de ministre de l'Éducation nationale, de la santé, de ceci, de cela et du reste, pour pouvoir juste survivre, que notre enfant survive, quoi. Et il faut en plus, évidemment, c'est notre intérêt, hein, soutenir la recherche et tout, hein. Donc, à un moment, on ne sait plus trop, quoi. C'est à nous à tout faire, on ne comprend pas, quoi. Ça fait 25 ans qu'on aurait fait des économies qu'on aurait pu employer dans la recherche. 25 ans qu'on dit, il ne faut plus former les éducateurs. Et je sais de quoi je parle. J'ai participé, il y a plus de 15 ans, à rédiger un projet pour les instituts de formation des éducateurs spécialisés. Puisqu'on devait faire un tronc commun. J'ai le projet chez moi. Hein. On devait faire un tronc commun. On avait été consulté par le ministère de l'époque. Et après, on spécialisait par pathologie. 15 ans, 20 ans après, on en est toujours à la même discussion. Je trouve qu'on a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. Et j'espère que les parents d'enfants qui sont là ne vont pas perdre autant de temps. Franchement, je le souhaite parce que je crois que je suis patiente, mais je me mettrai en colère, hein, franchement. Oui, bonjour. Je voulais juste apporter une touche plus positive par rapport aux témoignages précédents qui sont poignants. Je voulais juste dire que voilà, moi je suis en 3e année d'orthophonie. C'est une reconversion professionnelle, donc c'est un choix. Et je voulais quand même apporter la touche positive suivante, c'est que en ce qui nous concerne à l'école d'orthophonie de la Pitié, l'autisme nous est bien présenté avec différents aspects. Enfin voilà, c'était pour dire que les choses sont quand même, enfin, à mon niveau, je trouve que les choses sont quand même en train de changer à certains niveaux. Enfin, voilà, tout. Il y a quand même des choses qui, à mon tout humble avis, peut-être changent sur la vision, en tout cas, qu'on peut avoir de l'autisme dans une profession paramédicale. Voilà. Voilà, monsieur derrière, juste. Après, il y a madame. Bonsoir. Donc, il se trouve que je suis l'ancien secrétaire général de l'association. Et on est en 2006, vous m'entendez bien ? Avant les élections présidentielles de 2007, là on est de nouveau une année avant des élections. On avait essayé d'unifier les associations pour qu'il y ait un message commun de toutes les associations. On a essayé de monter l'UNA, l'Union nationale autisme, de fédérer tout le monde. Il se trouve que là, ce matin, on a vu le message de Roselyne Bachelot, et j'ai senti tout à la fin un petit message subliminal. Il y avait beaucoup de politique dans ce qu'elle a dit, mais elle a dit une chose, c'est qu'elle parlait de collaboration, enfin d'avoir des interlocuteurs représentatifs en face d'elle. Et c'est une question, en fait, pour Sajidi aussi, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a, face à des programmes politiques et face au gouvernement, là on voit bien que du côté recherche et association, tout le monde est d'accord, et ce qui bloque, c'est la santé. En fait, c'est-à-dire c'est la courroie de transmission vers le monde réel qui bloque. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de front uni des associations qui pourrait demander quelque chose et construire un programme qui irait de demandes sur la recherche, sur les méthodes et sur un ensemble de revendications face à un gouvernement ou face à des candidats qui se positionneraient dessus ? Oui, bon, quand tu as parlé de l'histoire de l'UNA, je vais donc répondre à ça. Tu te rappelles que quand moi je me battais dans Léa Poursamé à l'époque, parce que le seul constat qui était là, c'est qu'il n'y avait pas de force face au monde que je dirais à l'époque, parce que j'en étais victime, de psychiatrie psychanalytique et sa force. Mais même quand tu te rappelles, on a discuté de ça et on l'a calculé souvent, même si tous les parents et toutes les associations sont d'accord, ils seraient minoritaires face à cette puissance. C'est indiscutable. Et donc pour moi, il y avait une priorité à unir les familles, les parents et les associations, et après aller vers le grand public pour pouvoir combattre ça, parce que deuxième constat, c'est que les politiques, quelle que soit leur puissance, et même Sarkozy, ne pourra pas prendre les décisions qui s'imposent sur l'autisme aujourd'hui. Il faut qu'il soit un politique suicidaire. C'est pas possible. Il y a trop de force en face, il y a trop de milliards en jeu, il y a trop d'intérêts financiers. Donc nous avons travaillé, ça a pris 2 ans et demi. 2 ans et demi pour finir à la fin
que pour les appels au présidentiel de 2007, il y a 4 appels que vous avez tous connus qui demandaient la même chose. Donc il se trouve que moi, c'était mon coup de colère à l'époque d'avoir perdu 2 ans et demi. J'ai dit maintenant, et on a parlé à l'association, qu'il fallait avancer, passer au-dessus de tout ce monde-là. Il fallait travailler, et ils vont être obligés de se mettre autour de la table. Donc le constat de l'association aujourd'hui, que c'est tout simplement un grand chantier qui est en train d'évoluer, avec toutes ces difficultés-là. Et la preuve, c'est que toute la pression que Vaincre l'autisme a mis aujourd'hui, que ce soit sur les politiques, les associations, les professionnels, les choses sont en train de changer. Résultat, il y a déjà un collectif autisme. Même si nous, on n'est pas encore avec eux pour des raisons qui sont sur la reconnaissance de l'autisme et les traitements adaptés et l'absence et l'arrêt des traitements inadaptés, c'est ce qui nous met en désaccord actuellement. Vous avez quand même des centaines d'associations qui ont été créées depuis, vous les entendez là, qu'il faut aussi unir, mais qui font un travail aussi formidable auprès des parents. Nous avons quand même imposé les structures innovantes pour le 2e plan autisme et nous avons quand même fait accepter le financement de l'ABA. Même si on ne reconnaît pas l'ABA. Et pour répondre à un parent tout à l'heure, un gouvernement ou un politique ne peut pas dire que je vais financer tel traitement. Il ne peut pas. Je pense que ça serait dangereux s'il le fait. Je le pense personnellement. Je pense qu'il y a des compétences qui doivent être enseignées à des professionnels et que toutes les thérapies qui peuvent être possibles et données à un enfant, aujourd'hui, on sait que l'ABA répond à tous les troubles du comportement des enfants. Tous. Et tous les professionnels qui vont travailler avec des enfants autistes doivent être formés à l'ABA et notamment à d'autres approches quand c'est nécessaire pour l'enfant. Alors pour revenir à la j'espère, cette campagne qui est là a été un objet de conflit énorme parce que, faut vous rappeler, parce que ça par contre tu ne le sais pas, c'est que Vaincre l'autisme depuis 1 an, elle est combattue par tous, par incompréhension, par des politiques également, par des psychiatres, etc., parce qu'elle parle de la recherche et qu'il y a des possibilités de traitement demain, et parce qu'elle parle contre le packing, et je pense, et tout sera fait pour que le packing s'arrête d'être donné aux enfants, si vous voulez, aux institutions publiques. Ce combat-là montre qu'on a raison, en fait. Moi, je ne prends pas ça mal. Au contraire, ça me stimule, et je pense que tous les membres du conseil d'administration, contrairement à ce que beaucoup de gens croient que je suis seul à faire, c'est vrai que je mène la stratégie, c'est vrai que je suis dedans à 100%. Et madame tout à l'heure qui disait il y a des histoires de couple, etc. Moi, il y a 10 ans, j'ai décidé de m'occuper de ce problème. Donc j'ai tout laissé. Je connais toutes les stars de France. Je gagnais énormément d'argent. J'ai décidé d'arrêter pour que cette situation s'arrête. Samy, qui était là tout à l'heure, elle a été arrivée dans une situation extrêmement grave d'automutilation, de violence que vous connaissez. C'est le premier pour lequel a été créée une classe pour les autistes dans le collège. On disait que les enfants ne pouvaient pas aller au-delà du primaire. Après, c'est le premier pour lequel il y avait une classe dans les lycées. Et aujourd'hui, figurez-vous qu'il a 20 ans, il n'a plus le droit à la scolarisation. Eh bien, je vais aller devant la Cour des droits de l'homme européenne en urgence pour que son droit de scolarisation soit respecté. Pourquoi ? Tout simplement pour que les enfants autistes continuent à être scolarisés, parce que sans cette instruction, il ne peut pas y avoir d'autonomie, il ne peut pas y avoir d'insertion sociale. Donc c'est un combat que je mène, que j'emmène plein de gens avec moi là-dessus, qui me soutiennent, et il n'est pas qu'ici, parce que le travail de Vaincre l'autisme n'est pas qu'ici, vous le savez tous, il n'avait que ça à faire, mais on n'est pas aidé. On n'est pas aidé, on est combattu. Et ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une solidarité parentale qui vienne là-dessus. Je ne parle pas des problèmes financiers, etc. Non, mais je sais bien, vous êtes là à chaque fois qu'on vous appelle, mais il y a beaucoup de travail de fond. Vous ne pouvez pas vous adresser à un gouvernement ou à un pouvoir public sans la construction de documents solides. Et quand on a fait un rapport, on a pu être entendu. Si on a un travail à faire, nous avons, les associations, les parents, ont toutes les compétences pour donner ce travail-là aux politiques. Mais malheureusement, on ne travaille pas encore ensemble. Mais c'est en chantier, c'est en construction. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants dans les écoles, parce qu'on parle de recherche, on parle de traitement demain. Eh ben, il faut continuer avec ce chantier-là, il faut qu'on avance, mais essayons tous d'être d'accord un jour.
On va s'arrêter là si vous le voulez bien, vous pourrez en parler. On va demander à M. Benary peut-être de faire un petit mot final de synthèse avant de demander au président de Vaincre sur l'autisme. Non, moi je voudrais juste revenir au témoignage poignant de madame en face. Évidemment, le courage, il est de votre côté, pas du nôtre. C'est clair. Je veux dire, nous, on n'est pas dans cette situation-là. Mais non, mais le présent est là et le futur est là. C'est-à-dire que c'est vrai que ça peut sembler bizarre de parler dessous alors qu'il y a des choses autrement plus traumatisantes, c'est évident. Ceci dit, on est nous aussi motivés par le fait qu'un jour, on espère à ce que ces situations soient moins fréquentes. C'est le but de la recherche. Sinon, vous savez, moi, ça fait 40 ans que je fais ce métier, j'aurais pu quadrupler mon salaire en allant ailleurs. C'est parce que je suis passionné, je veux comprendre, et voilà. Et je pense qu'en comprenant, on peut aider, on peut développer des médicaments, ça prend du temps, pas parce qu'on est bête, mais parce que le problème est compliqué. Je suis sûr qu'on y arrivera un jour. Et voilà, donc si vous voulez, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. Par contre, en passant, vous avez dit quelque chose sur un monsieur qui vous a fait un diagnostic à la noix. Ben, ce monsieur, il a un pouvoir exorbitant en France, il faut le dire en passant. Et c'est ça qui est aussi, nous emmerde ici, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc quelque part, si vous voulez, ça se rejoint. C'est-à-dire que avec votre témoignage, vous soulevez le problème politique au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire qui décide. Pourquoi est-ce que des gens aussi nocifs sont là où ils sont et décident de tas de choses alors qu'ils ne devraient pas le faire? Ça, c'est un problème qui intéresse les politiques, pas moi, mais qui est grave quand même quelque part, c'est vrai. Ces gens, on a parlé tout à l'heure d'excellence pour la recherche, c'est pareil. Sauf que chez vous, c'est plus grave, évidemment, puisqu'il y a un diagnostic. Mais pour la recherche, c'est pareil. C'est-à-dire que quelque part, chez nous aussi, il y a des gens qui sont, pas analphabètes, je ne vais pas exagérer, mais qui sont tarés, qui ont du fric en voiture, en voilà. Le problème est le même, si vous voulez. C'est-à-dire que dans toutes les directions, il y a une évolution vers une certaine concentration des moyens, une certaine concentration de décisions. Les moyens ne vont pas là où ils devraient aller. Je ne vais pas faire de politique ici parce que je m'attire encore des ennemis. Mais c'est évident qu'il y a des gouvernements qui ont des subtilités plus que d'autres à défendre ce qui est associatif. Ce gouvernement, ce n'est pas son truc, c'est évident. Je vais faire la parenthèse. Et donc, c'est un combat qui va prendre du temps, qui nécessite un engagement politique de la part de tout le monde, et qui nécessite qu'il n'y ait pas opposition entre les uns et les autres. C'est évident, il n'y a pas opposition. Parce que les moyens sont là, la France est un pays riche. Simplement, il faut avoir la volonté politique de faire que les choses changent. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, on va en rester là parce que malheureusement, nous avons nos amis là-bas qui sont un petit peu hors délai. Monsieur le Président, si vous voulez peut-être un petit mot de remerciement final. Oui, la journée était très longue. Moi, je voulais juste vous remercier tous de votre présence et remercier les parents qui ont témoigné parce que finalement, toute la journée, elle nous donne quel résultat on va vous donner demain. Si tous ces gens-là puissent s'associer, qu'il puisse y avoir des moyens pour qu'ils puissent aussi faire de la recherche et trouver des solutions demain.